Pourquoi attendre que le monde change si tu peux être le changement? N'est-il pas plus sage de cultiver ton propre jardin intérieur avant d'essayer de réparer le paysage extérieur? Dans le voyage de notre existence, l'auto-enfoc est crucial pour attirer dans ta vie l'inimaginable. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous avons rassemblé une série de leçons et de citations conscientes qui résonneront en toi pour rendre possible ce que tu crois vraiment impossible. Si c'est ta première visite sur ma chaîne, je te demande de me soutenir en t'abonnant et en aimant la vidéo afin que je puisse continuer à créer davantage de contenu comme celui-ci à l'avenir. Ces mots sont destinés à être un baume pour l'âme, un rappel que l'adversité est éphémère et que la force réside en toi, attendant d'être éveillée. Nous t'encourageons à ouvrir ton cœur et ton esprit à ces paroles puissantes, leur permettant de pénétrer ton être, de nourrir ton esprit et d'élever ton moral. Ensemble, nous pouvons transformer l'obscurité en lumière et trouver la force d'avancer. Mais avant de commencer, comme d'habitude, j'ai un défi pour toi. Regarde jusqu'à la fin et ne manque aucun principe important, car l'un d'eux pourrait être la clé pour changer ta vie à jamais. 1. L'art de l'ataraxie. Plongeons dans le fascinant monde de l'ataraxie, cet état de sérénité imperturbable face aux vicissitudes de la vie. Imagine un instant que tu navigues sur des eaux tumultueuses, les vagues frappent avec fureur, le vent rugit et le ciel devient une amalgamation de gris menaçant. Pourtant, tu restes impassible, ton regard fixé sur l'horizon, avec un calme qui semble défier la tempête elle-même. Cette image est l'épitomée de ce que signifie vivre en ataraxie, un concept profondément enraciné dans la philosophie stoïcienne que je t'invite à explorer et adopter dans ta vie quotidienne. D'abord, considérons l'importance de maintenir la sérénité en tout temps. Dans la vie, tout comme en mer, nous faisons face à des tempêtes inattendues, problèmes au travail, conflits personnels, maladies. Ce sont les vagues qui tentent de nous déstabiliser. Maintenir la sérénité ne signifie pas ignorer ces problèmes, mais les affronter avec un cœur tranquille et un esprit clair. Rappelle-toi, comme l'a dit Marc Aurèle, la tranquillité parfaite consiste dans le bon ordre de l'esprit dans ton propre royaume. Chaque défi est une opportunité pour renforcer notre capacité à rester centré et serein. Comment alors faire face aux défis avec calme et clarté mentale? La clé réside dans la préparation et la perspective. Personnellement, j'adopte un rituel matinal de méditation et de réflexion. Je prends un moment pour visualiser comment je vais affronter les défis de la journée avec calme. Cette pratique m'équipe d'une armure mentale qui me protège des réactions impulsives et m'aide à maintenir la clarté dans des situations de haute pression. Parlons des stratégies pour cultiver la tranquillité intérieure. Une technique que je trouve particulièrement utile est la pratique de la pleine conscience. En te concentrant sur le moment présent, tu diminues le bruit des préoccupations futures ou des regrets passés. Une autre stratégie est le dialogue interne positif. Lorsque je fais face à un problème, je me rappelle à moi-même « cela aussi passera » et « je peux gérer ». Transformer le dialogue interne est essentiel pour cultiver un état de tranquillité durable. Considérons également la relation entre l'ataraxie et la prise de décision efficace. Un état de tranquillité permet à l'esprit de fonctionner à sa capacité maximale, sans être troublé par des émotions débordantes. Depuis cette perspective de calme, les décisions que tu prends ne sont pas seulement plus réfléchies, mais aussi plus alignées avec tes valeurs et objectifs à long terme. As-tu remarqué comment, sous le stress, nos décisions tendent à être réactives plutôt que proactives? L'ataraxie est l'antidote. Enfin, permets-moi de suggérer quelques exercices pratiques pour développer l'ataraxie dans la vie quotidienne. Un de mes favoris est l'exercice de la visualisation négative, une pratique stoïcienne. Régulièrement, je prends le temps de visualiser les pires scénarios possibles et comment je pourrais les affronter. Cela ne me prépare pas seulement à l'inattendu, mais me fait aussi apprécier davantage ma situation actuelle. De plus, je recommande de tenir un journal de gratitude. Chaque nuit, je réfléchis à 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissant ce jour-là. Cet acte simple renforce une attitude positive et une tranquillité profonde. Je t'encourage à intégrer ces pratiques dans ta routine quotidienne et à observer comment peu à peu tu te rapproches de plus en plus d'un état de sérénité et de force intérieure. Souviens-toi,
l'ataraxie n'est pas une destination, mais un voyage continu. En paroles d'Épictète, ne demande pas que les choses arrivent ainsi comme tu le désires, mais désire qu'elles arrivent comme elles arrivent et tu seras heureux. C'est l'art de l'ataraxie et il est à ta portée. 2. Dominer la volonté. Imagine que tu te trouves face à un défi qui semble insurmontable. Tes ressources sont limitées, le temps joue contre toi, et chaque pas que tu fais semble te ramener au début. C'est ici que commence la véritable épreuve, non seulement pour tes compétences, mais pour ta volonté. De mon expérience, dominer la volonté n'est pas seulement un élément essentiel pour le succès, mais l'essence même de ce que signifie surmonter et transformer les adversités en opportunités. La résistance face aux adversités, cette fortitude stoïcienne, se construit par un entraînement conscient et délibéré de la volonté. Comme le disait Sénèque, la difficulté d'une tâche ne se mesure pas à l'effort qu'elle nécessite, mais à la volonté qu'on y met. Je me souviens d'une situation professionnelle où tout semblait voué à l'échec. Mon projet n'avançait pas et la tentation d'abandonner était forte. Cependant, c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'entraîner ma volonté, de voir chaque obstacle comme une opportunité de renforcer mon caractère et de persévérer. L'entraînement de la volonté est similaire à celui d'un muscle. Il nécessite constance, effort et surtout des méthodes efficaces. Une de ces méthodes que j'ai personnellement mise en œuvre est la technique de diviser de grandes tâches en parties plus petites et gérables. Cela non seulement allège la charge mentale, mais fournit de petites victoires qui s'ajoutent à la motivation générale. En affrontant un grand rapport, par exemple, je commençais par structurer chaque section avant d'écrire. Chaque section complétée était un pas en avant vers l'objectif final. La procrastination est peut-être l'un des plus grands ennemis de la volonté. La surmonter demande plus que de bons souhaits, elle exige une autodiscipline de fer. Une stratégie que j'ai trouvée utile était de fixer un horaire strict et de m'y tenir, en permettant à chaque activité d'avoir un temps désigné et limité. Cela m'a appris à respecter mon propre temps et celui des autres, augmentant significativement ma productivité. Rappelons-nous des figures historiques comme Marc Aurèle, dont la dévotion au stoïcisme non seulement le soutenait durant ses campagnes militaires, mais l'aidait aussi à gouverner l'Empire romain. Son journal personnel, Pensée pour moi-même, offre un aperçu de comment la force de volonté s'entrelace avec la réflexion personnelle et la quête du bien suprême. Aurèle faisait face quotidiennement à des décisions qui n'affectaient pas seulement sa vie, mais celle de milliers de personnes, et il le faisait avec une volonté trempée par la philosophie stoïcienne. Je t'invite donc à considérer ces histoires et stratégies non pas comme des récits ou des conseils lointains, mais comme des outils personnels. Affronte tes propres luttes internes et externes avec une volonté renforcée, entraînée et prête pour toute adversité. Comme dans mon cas, tu découvriras que le véritable pouvoir réside dans la maîtrise de soi et dans la transformation de chaque obstacle en un tremplin vers le succès. 3. L'acceptation et la résilience. Imagine un instant que tu te trouves face à une tempête, non seulement littérale mais aussi métaphorique. Les nuages sombres s'accumulent et le vent commence à souffler avec force, menaçant de renverser tout ce que tu as construit. Dans des moments comme ceux-ci, il est crucial de se rappeler les paroles du philosophe stoïcien Épictète. La force ne réside pas dans la résistance au vent, mais dans la capacité à savoir où mettre les voiles. Comment pouvons-nous appliquer cette sagesse à notre vie quotidienne pour développer l'acceptation et la résilience? D'après ma propre expérience, j'ai appris qu'accepter ce qui ne peut être changé ne signifie pas se résigner, mais reconnaître que certains aspects de notre réalité sont hors de notre contrôle. Par exemple, il y a quelques années, j'ai perdu un emploi que j'aimais beaucoup en raison de restrictions budgétaires. Au début, le désespoir m'envahissait. Cependant, j'ai vite compris que je ne pouvais pas changer la situation économique de l'entreprise, mais je pouvais changer ma réaction face à cette adversité. Développer une mentalité résiliente face à l'adversité signifie précisément cela. Transformer la douleur en une opportunité de croissance. Toi aussi, tu peux le faire. Lorsque tu fais face à un défi, demande-toi « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Au lieu de te concentrer sur le problème, dirige ton énergie à trouver des solutions ou des alternatives. S'adapter à des situations difficiles
demande de la flexibilité et une ouverture d'esprit. Pour revenir à mon histoire, j'ai décidé d'utiliser mon temps libre pour améliorer mes compétences et me former dans des domaines qui m'intéressaient depuis longtemps, mais que je n'avais jamais eu le temps d'explorer. Cela a non seulement amélioré mon employabilité, mais m'a aussi donné un nouveau sens à ma vie. Trouver la force au milieu de l'incertitude est peut-être l'un des plus grands défis. Ici, les exercices de méditation et de réflexion peuvent être d'une grande aide. Chaque matin, je consacre quelques minutes à méditer en me concentrant sur ce pourquoi je suis reconnaissant et sur mes forces. Cette habitude m'a aidé à rester centré et optimiste, même lorsque l'avenir semble incertain. Pratiquer l'acceptation et la résilience n'est pas un processus que l'on maîtrise du jour au lendemain, mais un chemin continu d'apprentissage et d'adaptation. Un exercice qui m'a été particulièrement utile est d'écrire dans un journal chaque soir. J'y note les défis que j'ai affrontés pendant la journée et comment j'y ai répondu. Cela me permet non seulement de voir mes progrès, mais aussi d'identifier les domaines où je peux m'améliorer. Comme tu peux le voir, développer l'acceptation et la résilience est un voyage personnel rempli de hauts et de bas. Cependant, armé de la sagesse stoïcienne et d'un engagement envers notre croissance personnelle, nous pouvons affronter n'importe quelle tempête avec grâce et force. Rappelle-toi, comme l'a dit Marc Aurèle, « Notre vie est ce que nos pensées en font. Fais de ton esprit ton allié, et il n'y aura pas d'adversité que tu ne pourras surmonter. » 4. Vivre dans le présent. Imagine un instant que tu marches dans un parc. Tes yeux captent la verdure des arbres, le ciel bleu parsemé de nuages cotonneux, et tu respires profondément en sentant l'air frais remplir tes poumons. Cet instant, si simple et ordinaire, est l'essence même de vivre dans le présent, d'expérimenter pleinement la vie telle qu'elle se présente. Comme l'a dit le philosophe stoïcien Marc Aurèle, « Quand tu te lèves le matin, pense au privilège précieux d'être en vie, de respirer, de penser, de profiter, d'aimer. » Ce conseil résonne profondément dans la pratique de la pleine conscience, la capacité d'être entièrement présent, vraiment là où tu es, sans que ton esprit te tire vers des préoccupations futures ou des regrets passés. C'est libérateur, mais comment atteindre cet état? Commençons par reconnaître que notre esprit s'échappe souvent vers le futur, créant des scénarios qui se réalisent rarement, ou vers le passé, ressassant des événements que nous ne pouvons pas changer. Cela nous épuise émotionnellement et nous empêche de profiter et d'apprécier le moment présent. Ici, la pleine conscience se révèle être une alliée puissante. Cultiver la présence dans le moment actuel implique un changement conscient de notre perception. C'est un exercice constant, presque comme entraîner un muscle qui a été négligé. Par exemple, en écrivant ces mots, je me concentre sur le toucher des touches sous mes doigts. Le son doux et rythmique de ma respiration, me permettant d'être complètement immergé dans la création de ce texte. Cette pratique s'étend à toutes les facettes de la vie. Lorsque tu manges, savoures-tu chaque bouchée ou es-tu distrait en regardant la télévision? En interagissant avec les autres, écoutes-tu vraiment ou penses-tu à ta prochaine réponse? La pleine conscience nous enseigne à revenir à l'ici et maintenant, encore et encore, à travers des pratiques simples mais profondes. Un exercice pratique que tu peux essayer s'appelle l'observation consciente. Choisis un objet que tu peux voir en ce moment. Cela peut être une plante, un livre ou même ta propre main. Observe-le pendant 1 minute complète. Explore chaque aspect de cet objet. Sa couleur, sa texture, la façon dont la lumière joue sur sa surface. Tu remarqueras comment cet acte simple peut clarifier ton esprit et te ramener fermement au présent. Une autre stratégie utile est la méditation de la respiration. Ferme les yeux et concentre-toi uniquement sur ta respiration, sans l'air entrer et sortir de tes poumons. Si ton esprit s'égare, ramène-le doucement mais fermement à ta respiration. Cette méthode non seulement calme ton esprit, mais renforce ta capacité à rester dans le présent. C'est ici, dans ce moment présent, que réside la connexion avec le bonheur durable. La pleine conscience nous libère des griffes du regret et de l'anxiété, nous permet de savourer la vie, d'apprécier chaque moment pleinement et de trouver du contentement dans ce qui est, au lieu de nous affliger pour ce qui aurait pu être ou de craindre ce qui pourrait venir. Je t'encourage à pratiquer la pleine conscience, non pas comme une tâche de plus sur ta liste,
mais comme une manière de vivre chaque aspect de ta vie avec une merveille renouvelée et de la gratitude. Souviens-toi, être présent n'est pas quelque chose qui arrive simplement, c'est un choix conscient qui nécessite de la pratique et de la dévotion. Es-tu prêt à commencer ce voyage? Ta pleine conscience t'attend, ici et maintenant, en cet instant même. 5. La vertu comme guide sur le chemin de la vie. Beaucoup d'entre nous cherchent un phare qui guide nos décisions et actions vers un destin significatif. As-tu déjà ressenti le besoin de trouver une direction claire, de savoir que chaque pas que tu fais contribue à une meilleure version de toi-même? Aujourd'hui, je veux partager avec toi une réflexion sur un chemin possible, guidé par la lumière de la vertu, en prenant comme phare les enseignements du stoïcisme. Imagine un instant que tu te trouves au milieu d'une forêt dense. L'incertitude quant à la direction à prendre peut être accablante. Ici, la vertu agit comme ta boussole interne, t'orientant non vers le chemin le plus facile, mais vers le plus juste. Vivre selon nos valeurs n'est pas toujours la tâche la plus simple, surtout lorsque nous faisons face aux pressions quotidiennes qui nous invitent à compromettre ces idéaux. Cependant, rappelle-toi, comme le disait Sénèque, on ne profite pas d'une vie pleine sans défis. Plongeons maintenant dans les vertus stoïciennes, la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Chacune d'elles ne définit pas seulement un trait de caractère, mais offre aussi un outil pour faire face aux défis de la vie. La sagesse est cette lumière qui illumine les chemins et montre des solutions là où d'autres ne voient que des obstacles. C'est le savoir appliqué, celui qui te permet, au milieu d'une discussion animée, de trouver des mots qui apaisent et construisent plutôt que de détruire. Le courage, quant à lui, est la force de rester ferme face à tes peurs et adversités. Ce n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'agir malgré elle. Imagine que tu doives parler en public, une tâche qui t'a toujours terrifié. Le courage est cette force intérieure qui te pousse à monter sur scène, à partager tes idées et à laisser ta marque dans l'audience. En ce qui concerne la justice, cette vertu t'invite à regarder au-delà de tes intérêts personnels. Dans un monde qui récompense souvent l'égoïsme, agir avec justice, c'est choisir d'être équitable, considérer le bien-être des autres aussi important que le tien. Pense aux fois où tu as aidé un collègue de travail sans rien attendre en retour, simplement parce que c'était la bonne chose à faire. La tempérance, cette capacité à modérer nos désirs et passions, est peut-être l'une des vertus les plus difficiles à cultiver dans un monde de gratification instantanée. Mais as-tu déjà éprouvé la satisfaction de dire non à un plaisir momentané parce que tu savais qu'il y avait un bien plus grand à long terme? C'est l'essence de la tempérance. La pratique de ces vertus ne nous conduit pas seulement à une vie plus éthique et respectueuse, mais aussi à une vie plus pleine et significative. Chaque décision prise depuis la vertu renforce notre caractère et approfondit notre satisfaction personnelle. Les histoires de figures comme Marc Aurèle, qui dans son rôle d'empereur romain s'efforçait de gouverner avec justice et sagesse, ou même des figures plus contemporaines comme Nelson Mandela, qui a montré un courage inébranlable et un engagement pour la justice, nous inspirent à suivre leur exemple. Alors, la prochaine fois que tu te trouves à une croisée des chemins, demande-toi, que ferait le plus sage, le plus courageux, le plus juste, le plus tempéré? Laisse la vertu éclairer ton chemin et tu découvriras que bien que la route puisse être plus difficile, elle conduit sans aucun doute vers le véritable sens et la réalisation personnelle. Et en guise de rappel stoïcien, emporte avec toi ces paroles de Marc Aurèle. Le meilleur type de vengeance est de ne pas être comme ton ennemi. 6. L'importance de l'autoconnaissance. Laisse-moi te raconter une histoire, celle d'un apprenti de la philosophie stoïcienne parcourant le chemin de l'autoconnaissance. Ce voyage personnel, qui te sera peut-être familier, commence par une simple mais puissante révélation. L'autoconnaissance est le fondement de toute croissance et sagesse personnelle. Je me souviens du jour où je suis tombé sur les paroles d'Épictète, un ancien philosophe stoïcien, qui disait « Connais-toi toi-même et ne te préoccupe pas de ce que pensent les autres de toi ». À ce moment-là, je traversais une période d'incertitude et de doute, cherchant des réponses au mauvais endroit. Cette phrase a résonné dans mon esprit, provoquant une réflexion intense sur qui j'étais vraiment et ce que je voulais accomplir. La philosophie stoïcienne
centrée sur l'autoconnaissance, m'a appris à construire une base solide sur laquelle m'appuyer. J'ai compris que pour faire face aux adversités avec force et équilibre, je devais d'abord connaître mes propres forces et faiblesses. T'es-tu déjà demandé quelles sont tes véritables forces? As-tu été complètement honnête avec toi-même au sujet de tes faiblesses? Ce processus d'introspection est essentiel pour tout stoïcien. Avec le temps, j'ai développé des stratégies pour approfondir mon autoconnaissance. L'une d'elles est la pratique constante de la méditation, un moment quotidien consacré à la réflexion. Une autre stratégie est de tenir un journal personnel où j'écris non seulement les événements et les pensées, mais aussi comment je réagis émotionnellement à eux. Je t'invite à essayer ces techniques. Peut-être seras-tu surpris des révélations sur ton caractère et tes motivations. À mesure que mon autoconnaissance grandissait, ma capacité à prendre des décisions plus sages et mûres s'améliorait aussi. Chaque décision devenait un reflet de mes valeurs et non des attentes des autres. Cela m'a libéré de nombreuses pressions sociales et m'a permis de tracer un chemin plus authentique vers mes objectifs. Imagine comment tu te sentirais en prenant des décisions qui sont en parfaite harmonie avec qui tu es vraiment. Parmi les exercices les plus efficaces que j'ai trouvés pour augmenter la conscience de soi, il y a les questionnements profonds. Par exemple, en situation de conflit, au lieu de réagir immédiatement, je me demandais « Quelle partie de cela est vraiment importante pour ma croissance? Suis-je en train d'agir selon mes principes stoïciens ou suis-je poussé par des émotions éphémères ?» Cette pratique m'a aidé à mieux comprendre mes motivations et à aligner mes actions avec elles. À travers cette introspection, chaque pas, chaque décision est devenue une opportunité pour affirmer mon caractère et me rapprocher de la vertu stoïcienne. Je t'encourage à entreprendre ton propre voyage d'autoconnaissance. Ce ne sera pas facile et parfois, regarder si profondément en soi peut être déconcertant. Cependant, rappelle-toi, comme le disait Marc Aurèle, le miroir de l'âme est clair, il suffit de le nettoyer pour voir la lumière de ton véritable être. Donc, cultive ton esprit, connais-toi toi-même et permets-toi de vivre une vie de pleine conscience et d'authenticité. Oseras-tu commencer ce voyage vers l'autoconnaissance? Ton histoire personnelle pourrait être aussi révélatrice et transformante que celle que je viens de te raconter. 7. Le contrôle des émotions. Imagine que tu es en pleine situation difficile, une de celles où tout semble conspirer pour te mettre à l'épreuve. Ton cœur bat la chamade et tu sens la tension s'accumuler dans chaque recoin de ton corps. À ce moment précis, tu as l'opportunité d'illustrer l'un des principes les plus puissants du stoïcisme, le contrôle des émotions. Permets-moi de te raconter comment j'ai appris à maintenir mon calme au milieu de la tempête émotionnelle. Il y a quelques années, j'ai traversé une crise personnelle significative. Les émotions menaçaient de déborder comme des vagues, frappant violemment contre les falaises. Cependant, je me suis souvenu d'une phrase que j'avais lue dans les Pensées pour moi-même de Marc Aurèle. « Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Prends conscience de cela et tu trouveras la force. » Cette simple mais puissante citation est devenue mon mantra en ces moments de crise. J'ai mis en œuvre une stratégie étudiée dans les textes stoïciens, la visualisation préméditée des adversités, connue sous le nom de Praemeditatio Malorum. Chaque matin, avant de commencer ma journée, je prenais un moment pour visualiser les défis qui pourraient surgir et comment je répondrais à ceux-ci avec calme et rationalité. Cette pratique me préparait mentalement à toute éventualité, m'aidant à gérer et réguler mes émotions quand des situations adverses se produisaient réellement. Une autre technique que j'ai trouvée inestimable est celle du distancement émotionnel, ou ce que les stoïciens appellent l'objectivation. Au lieu de dire « je suis en colère », j'ai commencé à dire « il y a de la colère présente ». Ce simple changement dans la formulation de mes pensées m'a aidé à me rappeler que les émotions sont passagères et ne définissent pas mon essence. Cela me permettait d'observer mes émotions comme si elles étaient des nuages passagers dans le ciel de mon esprit, évitant d'être emporté par des impulsions émotionnelles. Te demandes-tu comment, dans des moments de forte émotion, il est facile de perdre de vue nos principes et de réagir de manière que nous regrettons plus tard? C'est ici que la sagesse stoïcienne peut être une précieuse guide. Les stoïciens croient que le véritable pouvoir réside dans notre capacité à choisir notre réponse à toute situation.
Nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons contrôler comment nous réagissons. Pour maintenir l'équanimité en toute situation, les stoïciens utilisent une autre technique fondamentale, le retour au moment présent. En plein milieu d'une discussion animée, par exemple, je fais une pause et me concentre sur ma respiration. J'observe chaque inspiration et expiration revenant à la calme. Cette simple action me centre et me ramène à l'ici et maintenant, me permettant d'agir depuis la raison et non depuis l'émotion. Ces stratégies ne sont pas seulement utiles en moment de crise, mais sont des outils quotidiens pour cultiver la sérénité et la force intérieure. En les pratiquant, non seulement tu améliores ton bien-être, mais tu deviens aussi un phare de tranquillité pour les autres. Souviens-toi, comme le disait Sénèque, la plus grande partie du progrès est le désir de progresser. Je t'encourage à adopter ces pratiques stoïciennes dans ta vie quotidienne et à observer comment elles transforment ta capacité à contrôler tes émotions et à affronter avec sagesse les défis qui se présentent. 8. Le pouvoir de la gratitude. Imagine un instant que chaque jour, au réveil, la première pensée qui traverse ton esprit est un profond sentiment de gratitude. Pas une gratitude superficielle pour les possessions matérielles, mais une reconnaissance sincère pour la vie elle-même, pour le simple fait de respirer et pour les opportunités que chaque nouveau jour apporte. Je m'adresse à toi, oui, à toi, car je veux que tu visualises cette pratique non comme un exercice fastidieux, mais comme une aventure vers ta propre bonheur. J'ai découvert la gratitude à un moment de ma vie où rien ne semblait avoir de sens. J'étais pris dans un tourbillon de négativité et de frustration, voyant chaque jour se transformer en écho du précédent. Mais c'est alors que je suis tombé sur une phrase d'Épictète, un philosophe stoïcien, qui disait « Ce n'est qu'en appréciant ce que nous avons que nous pouvons vraiment être libres ». Cette simple citation a radicalement changé ma perspective. J'ai commencé à pratiquer la gratitude quotidiennement. Chaque matin, avant même de sortir du lit, je consacrais quelques minutes à penser à 3 choses pour lesquelles j'étais reconnaissant. Au début, les choses étaient assez basiques. J'étais reconnaissant pour ma santé, pour avoir un toit sur ma tête et pour la nourriture sur ma table. Mais avec le temps, j'ai commencé à remarquer de petites choses que j'avais auparavant ignorées. Le sourire d'un inconnu, la beauté d'un arbre sur le chemin du travail, la tranquillité d'une nuit sans bruit. Ces pratiques quotidiennes ont transformé ma perspective. J'ai réalisé que, peu importe les circonstances, il y avait toujours quelque chose pour lequel je pouvais être reconnaissant. Et toi, as-tu déjà réfléchi à combien de choses tu ignores chaque jour, des choses qui méritent ta gratitude? Pour cultiver une attitude de gratitude constante, j'ai mis en place des stratégies pour m'aider à maintenir cet état d'esprit. L'une d'elles consistait à tenir un journal de gratitude. Chaque soir, avant de dormir, j'écrivais 3 nouvelles choses pour lesquelles j'étais reconnaissant ce jour-là, qu'elles soient grandes ou petites. Une autre stratégie consistait à changer mon dialogue interne. Chaque fois que je me surprenais à penser négativement à propos d'une situation, j'essayais d'inverser le schéma et de trouver quelque chose de positif. Par exemple, si j'étais frustré par un embouteillage, je changeais ma perspective et pensais « Cela me donne du temps pour écouter mon podcast préféré ». Cette connexion entre la gratitude et la mentalité stoïcienne d'acceptation est devenue de plus en plus claire pour moi. Accepter ne signifie pas se résigner, mais reconnaître et apprécier ce qui est, sans désirer que ce soit différent. Et dans cette acceptation, il y a une profonde paix qui découle de la connaissance que bien que nous ne puissions pas tout contrôler ce qui nous arrive, nous pouvons contrôler notre réponse. Je t'encourage à développer ta propre pratique régulière de gratitude. Cela peut commencer par quelque chose d'aussi simple que de remercier pour chaque repas, chaque moment de repos, chaque interaction qui t'enrichit. Et rappelle-toi, la gratitude ne transforme pas seulement ta vie, mais elle a aussi le pouvoir de transformer la vie de ceux qui t'entourent. En exprimant ta gratitude, même pour les petites choses, tu irradies une énergie positive qui est contagieuse. La gratitude n'est pas seulement un sentiment, c'est un outil puissant pour le bonheur et le bien-être. Comme l'a dit Marc Aurèle, un autre grand stoïcien, la qualité de nos journées se définit par l'appréciation que nous leur accordons. Alors, cultive des pensées de gratitude et observe comment ta vie se transforme. Je te promets que le voyage en vaut la peine. 9. Transformer la peur en courage.
Imagine que tu te trouves au bord d'une falaise, à tes pieds un abîme qui t'invite à reculer, mais quelque chose en toi te suggère que, plutôt que de reculer, tu devrais sauter. Ce moment encapsule la véritable confrontation avec la peur, cet instant critique où la décision que tu prends peut tout changer. J'ai été là, pas littéralement au bord d'une falaise, mais dans des situations qui exigeaient un saut de foi, des moments où la peur se présentait aussi palpable que le vent frappant mon visage. Pour paraphraser Épictète, un sage stoïcien dirait « Ce n'est que lorsqu'on affronte ses peurs qu'on découvre les véritables réserves de force qui résident en nous. » Cette pensée a été un phare dans ma vie lorsque les ombres de la peur menaçaient de m'engloutir. Permets-moi de te raconter comment j'ai transformé cette peur en courage. Considère la relation entre la peur et l'opportunité de croissance. Chaque fois que j'ai été confronté à une situation intimidante, j'ai découvert que la peur n'était qu'un prélude à l'expansion de ma propre capacité. Par exemple, je me souviens de la première fois que j'ai dû parler en public, la peur de me tromper et la crainte du jugement des autres étaient écrasantes. Cependant, en affrontant ces peurs, non seulement j'ai survécu à l'expérience, mais j'ai aussi découvert une passion pour l'oratoire et un talent pour communiquer que je ne soupçonnais pas. Comment alors pouvons-nous affronter et surmonter nos peurs avec le courage stoïcien? La clé réside dans la préparation et la réflexion. Chaque fois que la peur surgit, je m'arrête pour l'analyser. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Quelle est la probabilité que cela se produise? Plus souvent que tu ne l'imagines, tu réaliseras que les conséquences redoutées sont moins probables ou catastrophiques que la peur ne te le fait croire. Se préparer pour les scénarios, même les plus redoutés, m'a donné le courage d'agir malgré la peur. Transformer la peur en une force motrice vers l'action est un autre aspect transformateur. Au lieu de permettre à la peur de me paralyser, je l'utilise comme un catalyseur pour avancer. Cette transformation n'est ni simple ni immédiate, mais elle est incroyablement gratifiante. Imagine que la peur est comme l'énergie accumulée dans un ressort comprimé. En le libérant, cette énergie te propulse en avant, avec une force renouvelée. L'importance de confronter nos peurs pour atteindre notre potentiel ne peut être sous-estimée. Si je n'avais jamais affronté la peur de l'échec, je n'aurais jamais découvert de nouvelles compétences et forces. Chaque peur surmontée est une barrière de moins entre toi et tes rêves les plus audacieux. Toi, en ce moment précis, pourrais être à un seul acte de courage d'une vie complètement nouvelle. Enfin, permets-moi de te proposer des exemples inspirants de personnes qui ont transformé la peur en courage. Pense à Anna Torres, une jeune femme qui, malgré sa peur de l'obscurité et des espaces clos, a rejoint une équipe de secours en grotte. Sa détermination à surmonter sa phobie n'a pas seulement sauvé des vies lors d'une mission critique, mais a aussi transformé sa propre peur en un témoignage de bravoure. Je t'invite à réfléchir à tes propres peurs. Pense à comment chacune d'elles représente une opportunité déguisée pour ta croissance personnelle et professionnelle. Et rappelle-toi, dans tes moments de doute et de peur, que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la conquête de celle-ci. Es-tu prêt à faire ce saut vers la transformation personnelle? 10. L'art du détachement. Dans ma quête d'une plus grande sérénité et liberté émotionnelle, j'ai découvert un outil puissant, l'art du détachement. Imagine un instant que tu es au milieu d'une forêt, les arbres se balancent doucement avec le vent, et tu observes simplement sans essayer de contrôler la direction du vent, ni le murmure des feuilles. Cet état d'observation simple, sans essayer de s'attacher ou de changer ce qui est, encapsule l'essence du détachement. Le détachement est souvent mal compris comme une forme d'indifférence ou de désintérêt, mais il s'agit en réalité d'une invitation à nous libérer de la tyrannie de nos propres attentes et résultats prédéterminés. Réfléchis à combien de fois tu as ressenti de l'anxiété ou de la déception, parce que les choses ne se sont pas déroulées comme tu l'espérais. Je l'ai moi-même expérimenté d'innombrables fois. Le détachement nous offre une alternative. Vivre avec la conviction que, bien que nous puissions faire de notre mieux, le résultat final n'est pas toujours entre nos mains. Dans la pratique quotidienne, le détachement devient un exercice d'acceptation. Par exemple, en essayant d'améliorer une relation importante, mon esprit se préoccupait souvent excessivement de la manière dont mes actions ou paroles seraient reçues. J'ai appris que je devais me concentrer sur l'authenticité et la sincérité de mes interactions, en laissant de côté l'inquiétude de savoir comment cela serait perçu
ou si cela atteindrait le résultat souhaité. Ce changement de perspective m'a non seulement libéré de beaucoup d'anxiété, mais a également approfondi mes relations de manière plus authentique et moins forcée. Le détachement est également un concept central dans la philosophie stoïcienne. Les stoïciens croient que la paix vient de l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas changer et de nous concentrer sur notre propre conduite et attitude face aux circonstances. Comme le disait Épictète, ce n'est que lorsque nous acceptons l'inutilité de nous accrocher à ce qui est incontrôlable que nous commençons à trouver la paix. Cette approche m'a aidé à affronter des défis personnels et professionnels avec un esprit plus clair et un cœur plus calme. Maintenant, parlons directement de toi. Imagine que tu fais face à une situation difficile, peut-être un conflit au travail ou un objectif personnel qui semble hors de portée. Je t'invite à pratiquer le détachement. Demande-toi, qu'est-ce que je peux contrôler ici? Concentre ton énergie là-dessus et laisse le reste. Ce n'est pas facile, je le sais, mais avec de la pratique, cette approche peut te libérer de beaucoup d'anxiété inutile. Pour incorporer le détachement dans ta vie quotidienne, commence par de petits pas. Une technique qui m'a été utile est la méditation de l'acceptation. Chaque matin, je consacre quelques minutes à fermer les yeux et à respirer profondément, en acceptant chaque pensée et sensation sans jugement. Cela renforce ma capacité à appliquer le détachement tout au long de la journée. Le détachement n'est pas du désintérêt ni un manque de passion, c'est la sagesse de ne pas se laisser emporter par ce qui est au-delà de notre contrôle. À la fin, le détachement nous libère pour vivre pleinement, en acceptant le flux naturel de la vie avec grâce et force. Et rappelle-toi, comme le disait Marc Aurèle, maîtrise tes réactions et tu auras conquis ta paix. Alors, cultive des pensées qui te permettent d'être libre et en paix, peu importe ce que la vie te réserve. 11. L'équilibre entre le désir et la modération. Dans le parcours sinueux de la vie, je me suis souvent trouvé à la croisée des chemins entre le désir et la modération. En tant que narrateur de ma propre histoire, je t'invite à explorer comment l'équilibre entre ces deux éléments peut transformer notre existence vers une plénitude réelle et durable. Imagine un instant que tu te trouves devant un banquet de possibilités infinies, chaque plat représentant un désir, une ambition, un rêve. Au début, tu te sens tenté de tout prendre, de remplir ton assiette jusqu'au bord. Cependant, j'ai appris que la clé ne réside pas dans la quantité que nous accumulons, mais dans la manière dont nous gérons ce que nous choisissons. Ici entre en jeu l'importance de trouver un équilibre sain dans nos aspirations. Il ne s'agit pas de réprimer ou d'éliminer les désirs, mais de les canaliser de manière à enrichir notre vie sans la submerger. Je me souviens d'un après-midi où, en marchant dans la ville, les vitrines pleines de technologies de pointe attiraient mon regard. Mon désir initial était d'acheter le gadget le plus récent, poussé par cette soif de nouveauté. Cependant, je me suis arrêté un moment pour réfléchir. En ai-je vraiment besoin? Cela ajoutera-t-il de la valeur à ma vie? Ou est-ce simplement un plaisir momentané? Cette pause m'a permis d'appliquer une stratégie efficace pour gérer mes désirs et éviter la surconsommation. J'ai décidé de m'éloigner et, à chaque pas, j'ai ressenti comment la modération me libérait des chaînes invisibles de besoins créés et non réels. La modération, cette vertu si prisée dans la philosophie stoïcienne, ne permet pas seulement d'éviter l'excès, mais aussi de renforcer le caractère. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas l'homme qui a peu, mais celui qui désire plus, qui est pauvre. En adoptant la tempérance, non seulement nous gérons mieux nos ressources, mais nous gagnons aussi en tranquillité et satisfaction personnelle. La modération nous enseigne à apprécier chaque moment et à valoriser ce que nous avons plutôt que de nous lamenter sur ce qui nous manque. Dans mon expérience, la connexion entre la modération et la tempérance stoïcienne devient plus claire dans les moments d'épreuve. Lorsque les défis se multiplient, la tempérance me sert d'encre, me rappelant que je peux contrôler comment je réagis aux circonstances, même si je ne peux pas toujours contrôler les circonstances elles-mêmes. Cette résilience essentielle est ce qui nous permet d'avancer avec fermeté et grâce, même dans les tempêtes les plus violentes. Je t'invite à considérer comment la modération peut améliorer notre qualité de vie. Pense à la dernière fois où tu as opté pour une décision modérée et comment cela a impacté ton bien-être.
Peut-être as-tu refusé une offre d'emploi promettant plus d'argent, mais moins de temps avec tes proches. Une telle décision, bien que difficile, a probablement apporté une plus grande paix et un équilibre à ta vie. Ainsi, la prochaine fois que tu te trouves face au banquet de la vie, souviens-toi que la modération n'est pas simplement une limitation, mais un choix conscient vers un bien-être plus profond et significatif. Je t'encourage à embrasser cette sagesse ancienne, toujours aussi pertinente aujourd'hui qu'autrefois, et à découvrir l'équilibre qui peut faire de ta vie une œuvre d'art. 12. L'importance de l'empathie. Depuis mon plus jeune âge, on m'a appris que l'empathie est la clé qui ouvre la porte vers le cœur des autres. Aujourd'hui, je souhaite partager avec toi comment cette qualité profondément stoïcienne a façonné ma vie et comment elle peut aussi transformer la tienne. L'empathie, cette capacité à se mettre à la place de l'autre, ne nous connecte pas seulement aux autres, mais nous élève aussi à un niveau d'existence plus harmonieux et juste. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, disait « Ce qui n'est pas bon pour la ruche n'est pas bon pour l'abeille ». Cette phrase résonne dans chaque acte d'empathie, car en comprenant et partageant les sentiments de l'autre, nous réalisons que le bien-être individuel est inextricablement lié au bien-être collectif. Je me souviens d'un moment particulièrement éclairant de ma vie lorsque j'ai rencontré une vieille amie traversant une crise personnelle. Au lieu d'offrir des conseils non sollicités ou de banaliser sa douleur, j'ai choisi de simplement l'écouter. Dans cet espace sûr, elle a partagé ses peurs et ses espoirs, et moi, en pratiquant l'empathie, j'ai pu réellement comprendre la profondeur de sa souffrance. Cela a renforcé notre amitié et m'a enseigné une leçon précieuse sur l'importance d'être présent. Cultiver l'empathie dans nos interactions peut sembler une tâche monumentale, mais en réalité, cela se réduit à des pratiques simples et conscientes. Par exemple, lorsque tu dialogues avec quelqu'un, essaie d'écouter plus que tu ne parles. Observe non seulement les mots, mais aussi le langage corporel et les émotions qui les accompagnent. Cela te permettra non seulement de mieux comprendre l'autre personne, mais enrichira aussi la qualité de tes relations. La connexion entre l'empathie et la justice stoïcienne devient évidente dans la manière dont nous traitons les autres. Si nous agissons avec empathie, nous sommes plus enclins à être justes, car nous reconnaissons que chaque personne mérite considération et respect. Dans ma propre expérience, j'ai constaté comment de petits gestes empathiques peuvent résoudre des conflits et bâtir des ponts là où auparavant il y avait des murs. Enfin, je te propose un exercice pratique que j'ai trouvé particulièrement transformateur. Chaque jour, essaie de réaliser un acte d'empathie conscient. Cela peut être aussi simple que de demander à un collègue de travail comment il se sent vraiment, ou d'offrir ton siège dans les transports en commun. Tu seras surpris de voir comment ces actes apparemment mineurs peuvent changer non seulement ta journée, mais aussi celle des autres. L'empathie est bien plus qu'une simple émotion passagère. C'est une pratique stoïcienne qui peut renforcer nos relations et nos communautés. En l'intégrant dans notre vie quotidienne, nous n'améliorons pas seulement le monde qui nous entoure, mais nous nous enrichissons aussi intérieurement. Je t'invite à l'expérimenter par toi-même et à découvrir le pouvoir transformateur de comprendre et de partager les sentiments des autres. Souviens-toi, à chaque acte d'empathie, tu te rapproches un peu plus de la vie à laquelle tu aspires. 13. La beauté de la simplicité. Imagine un instant que tu es debout devant un vaste océan. Les vagues bougent avec un calme rythmique et l'air frais caresse ton visage. En cet instant, il n'y a ni courriel auquel répondre, ni notification qui te sollicite, juste toi et l'immensité. Une scène qui t'invite à réfléchir sur la beauté de la simplicité. Ce principe, que nous oublions souvent dans notre vie quotidienne remplie de complications et de stress, mérite toute notre attention. As-tu déjà considéré la paix que tu pourrais trouver en simplifiant ton existence? Comme l'a dit Épictète, c'est la perception de ce dont tu as besoin et non de ce que tu désires qui te libère. Imagine que, dans ma propre quête, j'ai décidé d'appliquer cette sagesse et de m'efforcer de simplifier ma vie. Commençons par l'espace physique. Un jour, j'ai décidé de nettoyer mon bureau. En triant chaque objet, je me suis demandé « Cet objet m'apporte-t-il vraiment de la valeur ?» Bientôt, une pièce encombrée s'est transformée en un espace de clarté et de but. Non seulement elle était plus agréable à voir, mais chaque fois que j'y entrais, mon esprit se sentait plus léger, plus prêt à se concentrer sur ce qui comptait vraiment.
Cette clarté s'est ensuite étendue au domaine numérique. J'ai décidé de désinstaller les applications que je n'utilisais pas et de limiter les notifications qui interrompaient constamment ma journée. Au début, le silence de mon téléphone était troublant, mais avec le temps, j'ai réalisé que j'avais récupéré des heures de ma journée. Des heures que je pouvais désormais consacrer à lire, à écrire ou simplement à profiter d'un moment de tranquillité. Ce processus n'a pas été facile, et c'est là que la philosophie stoïcienne m'a soutenu. Le détachement ne consiste pas à renoncer aux choses pour le plaisir de renoncer, mais à comprendre ce qui est essentiel et à se libérer de ce qui ne l'est pas. En libérant de l'espace dans ma vie, non seulement j'ai trouvé la tranquillité, mais j'ai également découvert une plus grande capacité à apprécier les petits détails et les moments que j'avais auparavant négligés. Et toi, es-tu prêt à entreprendre cette quête de simplicité? Pense à cet objet que tu n'as pas utilisé depuis des mois, ou à ces applications que tu ouvres et fermes sans but. Imagine le soulagement de te débarrasser de ce poids inutile et le focus que tu pourrais gagner. La simplicité va au-delà de se débarrasser des choses matérielles. Elle concerne également la simplification de nos interactions, de nos objectifs et même de nos pensées. En pratique, cela pourrait signifier choisir des projets qui résonnent vraiment avec tes valeurs ou décider de passer plus de temps avec ceux qui t'apportent de l'énergie et moins avec ceux qui te la drainent. Je t'invite donc à considérer comment tu peux appliquer la simplicité dans ta vie. Cela ne doit pas être un changement monumental du jour au lendemain. Commence par de petits pas, des décisions conscientes qui te rapprochent d'une vie moins compliquée et plus en harmonie avec tes véritables désirs et besoins. La simplicité n'est pas seulement un style de vie, c'est un chemin vers la liberté. 14. Le pouvoir de la persistance. Sur le chemin de la réalisation de nos rêves, nous découvrons que ce n'est ni le talent ni l'opportunité qui déterminent notre succès final, mais plutôt quelque chose de plus profond et constant, la persistance. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter de vaincre ceux qui se dressent sur ton chemin si tu restes ferme dans ton but, disait Sénèque. Cette phrase reflète la vertu stoïcienne du courage et nous rappelle que le chemin vers le succès est pavé de la ténacité de notre caractère et non de nos actions sporadiques. Permets-moi de te raconter une histoire qui illustre la puissance de la persistance dans ma propre vie. Il y a quelques années, je me suis proposé d'écrire un livre sur la résilience humaine, un projet qui s'est révélé dès le début très difficile. Au cours de ce processus, j'ai rencontré d'innombrables obstacles, des critiques sévères, des refus d'éditeurs et, le plus douloureux, des doutes internes sur mes capacités. Cependant, chaque jour, je m'accrochais à mon but avec un enthousiasme presque stoïcien. Chaque matin, face à la page blanche, je me souvenais des paroles de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Cette citation me poussait à continuer, à surmonter chaque critique et chaque refus avec la certitude que chaque petit pas en avant était une victoire sur le découragement. Et tu sais quoi? Finalement, après des années de travail constant et de rejet de toute pensée d'abandon, mon livre a non seulement été publié, mais il a aussi aidé de nombreuses personnes à affronter leurs propres défis. Cela m'a appris une leçon vitale. La persistance peut effectivement surmonter les défis les plus difficiles. La persistance n'est pas simplement continuer à avancer, c'est rester ferme face à l'adversité. Dans ces moments où tout semble perdu, c'est là que notre courage stoïcien doit briller le plus fort. Imagine que tu es au milieu d'une tempête, tout autour de toi suggère que tu devrais reculer, mais toi, avec ton regard fixé sur tes objectifs, tu décides de faire un pas de plus. C'est ce pas qui compte vraiment. Inspirons-nous des histoires de ceux qui ont réalisé de grandes choses grâce à leur persistance. Pense à Thomas Edison, qui a expérimenté des milliers d'échecs avant d'inventer l'ampoule électrique, ou à J.K. Rowling, qui a été rejeté par plusieurs éditeurs avant que sa série de romans fantastiques ne voie la lumière du jour. Ces exemples ne sont pas seulement des récits de succès, mais des témoignages du pouvoir de ne jamais abandonner. Je t'invite à regarder ta propre vie. Où as-tu besoin d'appliquer cette persistance? Quel défi as-tu évité parce qu'il semblait trop difficile? Souviens-toi, le véritable courage réside dans la continuité, pas à pas, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Avec chaque défi que nous affrontons, nous avons deux options. Reculer ou avancer avec une détermination renouvelée. Choisis cette dernière.
intégrer la persistance dans chaque aspect de nos vies nous rapproche un peu plus de l'excellence, non parce que c'est facile, mais parce que c'est possible. Et dans cette possibilité réside l'essence même du courage stoïcien. 15. La gratification de l'autosuffisance. Si tu t'es déjà retrouvé à contempler l'immensité de l'océan et à ressentir une paix indescriptible, tu as probablement touché, ne serait-ce qu'un instant, l'essence de l'autosuffisance. Aujourd'hui, je veux t'emmener dans un voyage personnel pour explorer non seulement ce que signifie être autosuffisant, mais aussi comment cette qualité peut transformer radicalement nos vies. Imagine un instant que tu es sur une île déserte. Tout ce dont tu as besoin pour survivre doit provenir de tes propres mains et compétences. Bien que cela puisse sembler extrême, ce scénario illustre parfaitement la gratification de l'autosuffisance. En cultivant notre indépendance émotionnelle et matérielle, non seulement nous survivons, mais nous commençons à vivre avec une liberté que seule l'autosuffisance peut offrir. Par exemple, pense à une journée typique dans ta vie. Combien de fois te sens-tu dépendant de quelque chose ou de quelqu'un pour te sentir complet, heureux ou satisfait? Maintenant, imagine comment ta journée changerait si tu pouvais générer ces sensations depuis ton intérieur, sans dépendre de facteurs externes. Voilà comment l'autosuffisance commence à opérer sa magie, nous libérant des chaînes de la dépendance. Une stratégie pour cultiver cette indépendance est de commencer par de petits pas. Par exemple, apprends à résoudre des problèmes quotidiens par toi-même avant de chercher de l'aide. Cette pratique non seulement améliore tes compétences, mais renforce aussi ta confiance en toi. Faire face à l'inconnu seul, bien qu'intimidant au début, t'enseigne peu à peu à faire confiance à tes propres capacités. Comme le disait Sénèque, ce qui te dérange t'enseigne, ce qui te bénéficie t'éduque. L'autosuffisance conduit également à une plus grande paix intérieure. En dépendant moins des caprices et des actions des autres, notre monde intérieur devient moins tumultueux et plus serein. Cela ne signifie pas que tu dois te couper des autres ou rejeter leur compagnie et leur aide, mais apprendre à être bien avec toi-même en toute situation. La véritable paix vient de savoir que tu peux gérer ce que la vie te réserve. La philosophie stoïcienne parle de l'autarcie, l'état de complète autosuffisance. Les stoïciens croient que pour atteindre le bonheur, nous devons nous libérer de nos désirs et aversions qui dépendent de choses hors de notre contrôle. Pratiquer l'autosuffisance est, en bien des manières, un chemin vers cette libération. Pour développer une plus grande autosuffisance dans nos vies, je te suggère de commencer par des exercices pratiques. Fixe-toi des objectifs personnels qui te poussent hors de ta zone de confort. Cela pourrait être quelque chose d'aussi simple que d'apprendre à cuisiner une nouvelle recette chaque semaine, gérer tes finances personnelles ou même cultiver un petit jardin. Chaque petite victoire sur toi-même accumule de la confiance et du respect de soi. L'autosuffisance n'est pas seulement une compétence utile, c'est un art qui enrichit profondément la vie. En la cultivant, tu gagnes non seulement en liberté, mais tu te rapproches aussi de l'essence véritable de la paix intérieure. Rappelle-toi les paroles d'Épictète. Le secret du bonheur est de se sentir libre. L'autosuffisance nous offre cette liberté. Prends le contrôle de ce que tu peux et trouve la paix en lâchant prise sur ce que tu ne peux pas contrôler. 16. Transformer ta vie avec le pouvoir du stoïcisme. Depuis la sérénité de l'ataraxie jusqu'à la force de la volonté, nous avons exploré des stratégies puissantes pour atteindre l'excellence personnelle. Je t'invite à intégrer ces enseignements dans ta vie quotidienne pour expérimenter des changements significatifs. Rappelle-toi que le chemin stoïcien est un voyage continu vers la réalisation. Ose vivre une vie pleine et significative. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris dans les commentaires « Je suis ma priorité absolue ». Ainsi, je saurai qui sont les victorieux qui ont atteint la fin de cette précieuse leçon. J'ai hâte d'entendre tes histoires de triomphe. Abonne-toi et active la cloche des notifications et commente pour que YouTube sache que ce type de vidéo aide des personnes comme toi et que nous puissions continuer à créer plus de vidéos similaires à l'avenir. Je te recommande les 2 vidéos finales qui te seront proposées. À très bientôt pour de nouvelles aventures.